Bonjour et bienvenue sur la télé de Lyon, l'émission La Tribu Digitale 89% féminine. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet passionnant. On va parler justement de passion et de comment transformer sa passion en activité pour pouvoir en vivre. Mais avant de recevoir notre invité, bonjour Charlène, comment vas-tu? Bonjour Nathalie, je vais bien, merci, et toi? Très bien également. Déjà, 3e émission de 2025. Le temps passe quand même très très vite. Exactement. Alors aujourd'hui, on va recevoir Perrine. Perrine qui a lancé son activité à partir d'une passion et nous l'accueillons. Bonjour Perrine, bonjour, ravie de t'avoir sur le plateau aujourd'hui. Merci pour cette invitation. Avec grand plaisir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler en fait de ta passion, est-ce que justement tu peux un petit peu te présenter en quelques mots? Donc dans les grandes lignes, moi, je suis donc Perrine Dacosta, créatrice de l'atelier de Laurine. J'ai 41 ans et je suis maman de 2 petits loulous qui auront leur importance par la suite. J'ai une double casquette dans le domaine du scrapbooking, puisqu'au-delà d'être créatrice de l'atelier de Laurine, je suis également démonstratrice indépendante pour une marque de scrapbooking. Donc j'accueille aussi des personnes qui ont elles-mêmes envie de pratiquer. Génial. Donc justement, le scrapbooking, c'était ta passion à l'origine, puisque tu ne travaillais pas il y a quelques années dans ce domaine-là. Comment elle a commencé cette passion? Et puis, qu'est-ce que ça représentait pour toi avant de devenir aussi ton activité professionnelle? Le scrapbooking, je suis tombée dedans par le plus grand des hasards lorsque j'étais enceinte de ma première fille. Donc il y a 8 ans de ça maintenant, bientôt 9. Tout simplement parce que j'avais envie de créer son faire-part de naissance et que le scrapbooking, c'est le travail du papier, le travail et l'embellissement des photos. Donc c'était l'occasion de pouvoir tester ça. Et puis ça s'est confirmé quand j'ai eu mon fils, puisque comme beaucoup de mamans à la maternité, la photographe est venue dans la chambre, a pris une merveilleuse photo. J'ai craqué quand elle est venue à la maison surtout. Mais je trouvais que l'album photo manquait d'âme, puisqu'ils sont finalement strictement identiques. Et là, je suis doublement tombée dans la passion du scrapbooking en ayant l'envie de créer des albums photos 100% personnalisés pour transmettre nos émotions. D'accord. Et donc, là, c'était vraiment la passion. À quel moment tu t'es rendu compte que cette passion, finalement, que tu faisais donc sur ton temps personnel, pouvait se transformer en véritable activité professionnelle? Ça a pris du temps. Ça a commencé en 2020 lorsque j'ai fait un bilan de compétences, histoire de refaire le point professionnellement par rapport à ma précédente carrière professionnelle. J'ai pas tout de suite compris ce qui ressortait de ce bilan de compétences, alors que finalement l'atelier était déjà là. Je l'ai néanmoins lancé en prenant un temps partiel à l'époque pour pouvoir créer l'entreprise et commencer à faire quelques marchés. Mais je pense que c'est vraiment l'année dernière, dans le cadre l'année dernière, 2023 pour le coup, fin 2023, dans le cadre d'un long processus de réflexion, dans le cadre d'une reconversion professionnelle où finalement l'atelier apparaissait partout, résonnait avec ce bilan de compétences réalisé 3 années auparavant et où ça devenait vraiment quelque chose de nécessaire, d'important, de très très important pour mon bien-être personnel comme professionnel, vraiment. Et donc, quelles ont été les principales étapes pour pouvoir lancer ton activité? La première étape, c'est la création auprès de la Chambre de métier, où là, vraiment, ils ont été d'un soutien énorme. Vraiment, c'était très, très important. Sans eux, j'aurais jamais pu ouvrir. Et ils le sont toujours. Voilà, des projets sont toujours en cours avec la Chambre des métiers de l'artisanat de Bourgogne-Franche-Comté. Et puis par la suite, il y a aussi bien évidemment eu un réseau que j'ai pu intégrer grâce aux contacts créés lors du bilan de compétences. Je fais partie d'une association de femmes entrepreneurs qui s'appelle Créer comme elles, donc sur Sens. Et ce réseau permet aussi de pouvoir se défaire un peu de ce syndrome de l'imposteur et de se dire à un moment donné, en fait, tu peux, même si c'est une activité à la marge, ça j'en ai toute conscience, pour autant, tu as ta place et tu peux lancer l'activité. Et tu peux en vivre en fait.
et tu peux en vivre. Et je pense que le dernier acteur dont il me faut absolument parler, c'est la Fabrique à entreprendre du Grand Sénonais, qui est là aussi en fait pour nous soutenir, nous aider à démarrer et surtout nous aider à poursuivre et à grandir à notre rythme, nous donner des aides et nous permettre d'avancer et d'échanger entre artisans. C'est vraiment important. Bon, là, tu nous as mis en avant en fait plusieurs, finalement, soit entreprises, soit associations, soit collectivités. Quel a été le rôle de ton entourage dans cette transition? Est-ce qu'ils t'ont soutenu ou est-ce que tu as dû aussi aller chercher du soutien à l'extérieur? Donc, tu parlais justement d'un club d'entrepreneuses. Voilà, mais comment tu t'es finalement, comment tu t'es aidée pour pouvoir aller jusqu'au bout du projet? Je pense que c'est eux qui m'ont aidée plus que je me suis aidée. Vraiment, ma famille, ma sœur, ma maman, vraiment, qui sont des soutiens moraux, émotionnels extrêmement importants. Je parlais de ce syndrome de l'imposteur voilà, côté pro, mais quelque part, pour moi, c'était effectivement qu'une passion à la base. Et de m'entendre dire qu'à un moment donné, ça pouvait avoir une qualité, une valeur, une originalité. D'avoir dans les débuts les retours de mes clients finalement au début de la création de l'entreprise. J'en étais étonnée moi-même. Donc que ce soit la famille ou les clients eux-mêmes, je ne peux que les remercier puisqu'ils m'ont permis de prendre cette confiance pour aller vers des événements plus gros. Je pense que le mariage de ma petite sœur en 2018, j'ai failli oublier la date, le mariage de ma sœur en 2018, je ne peux pas l'oublier, ça a été quand même quelque chose où on a travaillé pendant plusieurs mois, 6-7 mois sur cette préparation et où je ne m'attendais pas effectivement à réussir et à ce que ça ait autant d'impact positif de retour en termes d'émotion pendant cet événement et pour l'ensemble des invités comme pour les mariés bien évidemment. Waouh, donc de super retours en tout cas. Tu as eu régulièrement tout au long des projets que tu as mis en place. Ça, effectivement, c'est hyper motivant. Oui, extrêmement. Extrêmement. C'est capital et c'est ce qui me donne systématiquement envie d'en faire encore plus. Alors justement, lorsqu'on travaille dans un domaine passion, on sait que du coup, comme on est passionné, on est motivé. Parce que ça nous fait plaisir, on passe du bon temps. Finalement, on travaille sans travailler. Alors, on travaille parce que on a besoin de rentrer de l'argent, mais finalement, on fait une passion, donc on n'a pas cette impression de travailler. Comment tu gères ta vie personnelle et ta vie professionnelle pour pas que l'une empiète trop sur l'autre? Forcément, à un moment donné, ça empiète, d'autant plus avec la double casquette, puisque les ateliers, quand je les réalise le week-end, les gens travaillent aussi la semaine. Donc, je m'organise à organiser mes créations la semaine, profitant que mes petits loulous soient scolarisés, comme beaucoup de mamans. Voilà, donc c'est eux d'abord, et puis ensuite l'atelier. Et là, il n'y a pas grande difficulté dans ce sens où même si j'ai besoin de travailler alors que les enfants sont présents, les enfants ont grandi avec ça. L'atelier et ma passion du scrapbooking étant née avec eux, les enfants sont aussi dedans et peuvent parfois venir partager un temps d'atelier pendant que maman crée, eux aussi créent. Donc on arrive à partager aussi, tous ces moments-là ensemble. Tu les inclus finalement dans ton activité professionnelle. Complètement, puisque l'atelier de Laurine s'est spécialisé sur la naissance et la première année de bébé, voilà, grâce à mes deux petits loulous. Donc forcément, ils sont à l'initiative, ils sont vraiment à la jeunesse du projet. Donc sans le vouloir ou en le voulant, je tiens aussi à transmettre ça. Pour moi, le scrapbooking, c'est aussi des transmissions d'émotions. Donc c'est ce que je fais aussi dans ma pratique et les enfants, inversement, sont aussi demandeurs. Génial. Ça, c'est vraiment chouette, effectivement, de pouvoir partager ce type de moment avec ses enfants et puis de réaliser aussi des choses parce que c'est des choses qu'ils vont garder et puis ils vont se dire « Ah ben oui, mais ça, je l'avais fait avec maman, etc. » Donc, c'est vraiment génial. Quand tu t'es lancée, donc il y a quelque temps, donc tu es passée d'un loisir à une activité en fait professionnelle. Est-ce que tu as eu peur finalement de perdre un peu cette magie du loisir ou cette magie de la passion et de te dire, bon, en fait, comme je vais faire toujours la même chose, est-ce que je ne vais pas à un moment donné m'ennuyer dans mon activité? Mais pas du tout. Pas du tout, dans la mesure où je continue de créer des produits qui me plaisent. Il faut que je trouve le plaisir.
Pour la partie vraiment purement professionnelle, j'aime beaucoup la technique et la manière de réaliser les choses. Donc finalement, j'apprends encore et toujours, j'apprendrai toujours à créer de nouveaux produits. Et je ne perds pas la passion dans la mesure où je travaille aussi toujours sur des créations qui me plaisent et avec des produits qui me tiennent à cœur. Et l'avantage d'être aussi démonstratrice indépendante, c'est que je vais découvrir mois après mois toujours de nouveaux produits. Donc je ne vais jamais travailler la même chose. Même si, par exemple, je vais réaliser 2 albums identiques pour 2 enfants, mais avec 2 structures identiques, les papiers sont tellement différents que si je passe d'un dinosaure à un crustacé, je pense à ça parce que ce sont des projets du moment, par exemple, ça n'aura strictement rien à voir et la thématique sera différente. Et je vais prendre un grand plaisir à m'amuser avec les couleurs et les sujets. Génial. Donc finalement, tu fais la même chose, mais sans jamais faire la même chose. Exactement, exactement. Bon, en tout cas, effectivement, ça a l'air passionnant. Ça donne envie de venir faire un petit atelier de scrapbooking. Dans ton quotidien, donc là, tu disais que justement, comme tu as aussi cette formation régulièrement, puisque tu proposes aussi la vente en fait, de scrapbooking. Quels sont les outils ou les ressources qui t'aident au quotidien à rester à jour, à te mettre... peut-être à avoir de nouvelles techniques pour pouvoir faire tes réalisations. Comment tu te formes ou tu t'auto-formes en fait au quotidien? Un des grands avantages à être démonstratrice, c'est que je fais partie d'une équipe de plusieurs scrapeuses et que forcément nous échangeons quotidiennement, quasiment. Je peux plusieurs fois par jour parfois, en se donnant des idées, en échangeant différents produits, différentes créations qu'on a pu réaliser. On a, à titre d'exemple, réalisé un calendrier de l'Avent de notre équipe et c'était avec grand plaisir que jour après jour, on découvrait par exemple de nouvelles boîtes. Mais tiens, comment tu réalises tel pli, comment tu réalises tel élément de décoration, comment c'est vraiment ce qui nous permet de pouvoir avancer à chaque fois. Et puis bien évidemment les réseaux sociaux, ça c'est quelque chose d'indispensable dans notre pratique. Dans le scrapbooking, c'est ce que j'ai pour habitude de dire, on n'invente rien, on va réinventer quelque chose, mais la base est là. Et ensuite, on va simplement prendre le patron qui va être là au départ, un peu comme dans la couture, et le retravailler en fonction de ce dont on va vouloir. De la même manière que dans couture, on va se créer une robe d'une taille 38 à une taille 48. On n'aura pas les mêmes dimensions. Pour moi, dans les albums, c'est la même chose en fonction du besoin du moment. Et là où je trouvais ça très intéressant, c'est que moi qui étais extrêmement nulle en maths, je le dis à l'école, là aujourd'hui, je suis obligée de m'en servir et de montrer aux enfants ou aux plus grands, que finalement, quand on trouve une passion et quand on trouve quelque chose qui nous intéresse, on va aller approfondir même sur des sujets qui ne nous semblaient pas importants. Et pour ça, le scrapbooking, pour le tout, je retravaille autour de tout ça et ça me permet de pouvoir inventer et réinventer des choses continuellement en fonction de mes envies et des envies de mes clients. Waouh! Alors je rebondis justement sur ce que tu disais parce que c'est souvent, en tout cas il y a des études qui démontrent en fait ces statistiques-là. Tu disais j'étais nulle en maths quand j'étais à l'école. Est-ce que tu savais qu'il y a plusieurs études qui démontrent que lorsqu'on parle de maths, du coup, les garçons vont dire « Ah, l'exercice, il est fait pour moi, je vais y arriver, etc. » Et les filles, tout de suite, « Je suis nulle en maths, donc de toute façon, je ne vais pas y arriver. » Et si on présente finalement, le même exercice, par exemple, de géométrie ou autre, en disant « On va faire du dessin », là, les filles excellent et les garçons sont beaucoup moins bons. En fait. Donc, peut-être que tu n'étais pas si nulle que ça. Peut-être. Peut-être que c'est la détermination. Peut-être que, justement, en dessin, tu étais plutôt bonne et que ça te passionnait. Et que les maths, tu disais, oh là là, c'est pas pour moi. Alors qu'en réalité, finalement, ces études-là montrent que le même exercice, pour un groupe, on dit c'est des maths, pour l'autre, on dit c'est du dessin. Et ben, on a des résultats qui sont complètement différents. Et je pense qu'à partir du moment où il y a l'envie, la passion, la motivation, on va s'investir aussi sur des sujets qui pouvaient ne pas nous sembler intéressants à un moment donné de notre vie. Mais finalement, quand on a l'envie, on se motive beaucoup plus. C'est vrai qu'effectivement, et puis parfois aussi à l'école, malheureusement, on fait des exercices, mais on ne sait pas trop pourquoi on les fait. C'est quoi l'objectif, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Et à quoi ça peut nous servir dans la vie de tous les jours. Donc on peut se dire, bon,
ça ne m'intéresse pas, parce qu'effectivement, on n'a pas ce rapprochement avec, dans la vie quotidienne, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire, en fait, finalement, de cet apprentissage. Or là, comme tu as ta passion, bah, tu sais pourquoi tu montes en compétence sur tel domaine ou tel domaine. Exactement. Eh bien, merci en tout cas. Une dernière petite question. Comment tu vois l'avenir de ton entreprise versus, justement, ta passion ? J'aimerais bien évidemment la faire évoluer. Elle est encore toute petite, donc elle ne peut qu'évoluer, bien évidemment. L'idée serait bien évidemment de pouvoir me rapprocher au plus près des parents, puisque c'est quand même l'objet premier de l'atelier de Laurine. Donc me rapprocher des maternités. Il y a en projet proche, j'espère 2025, le salon du bébé à Paris. Voilà, pour que les parents puissent aussi profiter d'objets qui sont uniques, tout comme leur petit bébé, bien évidemment, qu'ils puissent avoir quelque chose de personnalisé. Donc pour cette partie-là, forcément, voilà, d'autres projets aussi qui sont en cours. Et pour les ateliers, continuer à les développer, ça bien évidemment. Histoire de m'adresser à tous, en fait, ceux qui ont envie de faire. Le do-it-yourself, comme on dit, se développe quand même beaucoup. C'est clair. Le salon création et savoir-faire à Paris rassemble quand même quelques centaines, je dirais même quelques milliers de personnes chaque année. Donc c'est bien que la tendance du faire soi-même est très importante. Et pourquoi pas, dans les mois ou les années à venir, acquérir mon propre local pour pouvoir développer davantage d'ateliers, que ce soit en semaine ou en week-end. Eh bien, génial. Merci en tout cas d'être venu sur les plateaux de la télé Lyon. Merci à toi. On va passer à la chronique qui va nous permettre d'avoir justement quelques conseils lorsque on est passionné et qu'on souhaite vivre de son activité. Charlène, je te laisse la main. Bon, merci beaucoup Perrine pour ce partage fort passionnant, c'est le cas de le dire. En effet, transformer sa passion en business, je dirais, est une aventure excitante, mais qui ne se fait pas sans préparation et de la stratégie. Les 5 conseils qu'on pourrait donner aujourd'hui, donc déjà d'abord évaluer la viabilité de la passion. Voilà. Donc avant de se lancer, il est essentiel de déterminer si la passion peut être transformée en produit ou service rentable. C'est important de se poser des questions comme existe-t-il un marché pour cette passion, qui seraient mes clients potentiels, quel problème ma passion peut-elle résoudre. C'est important de faire une étude du marché, même informelle, qui vous aidera à mieux comprendre les attentes et les besoins potentiels des futurs consommateurs. Je pense aussi, donc en deuxième conseil, il faut créer un business plan solide. C'est essentiel pour structurer l'idée et cela va permettre de définir les objectifs à court mais aussi surtout à long terme. Est-ce que justement tu en avais fait un, toi, de business plan ? Absolument pas. Absolument pas. Tu t'es lancé, tu t'es dit allez hop, c'est ma passion, j'y vais, je fonce. Oui, l'idée n'était pas de développer à ce point-là initialement. Mais comme on se dit, même dans l'autre sens, il n'est pas trop tard pour le réaliser. Exactement. De planifier bien sûr une stratégie marketing et commerciale, d'évaluer les coûts, les bénéfices et les risques potentiels. Même si votre projet il vous passionne, ça vous aidera à naviguer dans les aspects pratiques de la gestion de l'entreprise. Le troisième conseil, pensez à tester votre idée avant de vous lancer à grande échelle. Avant de tout investir, n'hésitez pas à tester votre produit ou service en petite quantité. Commencez par un projet pilote, une version bêta ou même une offre limitée. Cela peut permettre de recueillir les premiers retours clients, d'ajuster l'offre en fonction des attentes et des besoins du marché et même, bien évidemment, valider la rentabilité. Cela réduit les risques et vous recueillerez des infos précieuses pour vous développer. Le quatrième conseil, pensez toujours à vous réadapter et même évoluer. Comme l'a dit Perrine, le monde des affaires, c'est comme le digital d'ailleurs, ça évolue très vite et ça, on le sait. C'est clair. D'ailleurs, ça me fait beaucoup penser à la tribu, parce que pour ma part, je suis au service des admissions, donc j'ai souvent des mamans, des papas, mais aussi des hommes et femmes d'ailleurs sans enfants, qui s'inscrivent à nos formations et justement, pour certains, pour mettre en avant les réseaux sociaux de leur propre entreprise et ils veulent faire évoluer donc la com. Et du coup, ils se forment pour évoluer dans un nouveau domaine lié aussi à leur domaine du coup. Je pense que cela rejoint beaucoup ce conseil. Soyez toujours prêts à vous adapter, à évoluer, à vous former. C'est vraiment important pour une évolution progressive mais pérenne de votre entreprise. Le dernier conseil,
Et pas des moindres. Oui, je dirais vous faire confiance et entourez-vous des bonnes personnes. Voilà, Perrine l'a dit aussi. Même si votre passion vous motive, le chemin vers le succès nécessite un réseau solide, mais surtout beaucoup de bienveillance envers vous-même, mais aussi de la part de votre entourage. N'hésitez pas à vous entourer de mentors, de partenaires ou même d'une communauté d'entrepreneurs qui partagent la même vision que vous. Cela peut grandement faciliter la croissance de votre business. En conclusion, c'est un projet qui demande de la patience, mais avec des bons outils et un travail acharné, il peut en devenir une belle réussite. Et qu'est-ce que serait une chronique sans citation pour clôturer? Donc celle-ci est de Confucius. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage historique qui a marqué la civilisation chinoise et est considéré comme le premier éducateur de la Chine. Et il disait « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » Exactement, et c'est un proverbe ou une citation qui est quand même très très connue, puisqu'on sait que si on est passionné par ce que l'on fait, finalement, on n'a pas ce poids de se dire il faut que j'aille travailler, vivement ce week-end, vivement les vacances, le pire, vivement la retraite, oui. Parce que finalement, on s'éclate au quotidien et c'est hyper important. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Charlène, pour ces conseils qui, je suppose, aideront peut-être celles et ceux qui se disent j'ai une passion, je ne sais pas du tout comment m'y prendre, j'aimerais bien développer une activité professionnelle, est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux en vivre, est-ce que je peux facturer suffisamment pour ne serait-ce que payer mes factures et en même temps m'amuser au quotidien et donc ne plus avoir cette impression de travailler. Donc merci pour ces conseils très précieux. Merci Perrine également d'être venue sur notre plateau. On voit qu'effectivement tu es complètement passionnée, c'est génial. Continue comme ça et effectivement tu ne travailleras plus un seul jour de ta vie. C'est parfait. Merci à toutes et à tous d'être venus tout simplement encore aujourd'hui. On vous retrouve d'ici un mois pour une nouvelle émission. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email à émission-tribu-digital.fr. Nous serons ravis avec Charlène de pouvoir vous y répondre. Et bien sûr, vous pouvez toujours commenter sous la vidéo, que ce soit sur le site de la télé Lyon, sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Belle journée à toutes et au mois prochain.